situation sécuritaire dans le province du Nord Kivu et Sud Kivu causée par l'armée rwandaise et l'administration militaire interdit toute embarcation de pirogues entre les deux provinces. Le 9 février prochain, les confessions religieuses vont organiser une prière de soutien de FARDC, l'a annoncé Monseigneur Donatien Cholet lors de sa rencontre avec le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux. La première ministre Julie Souminois a présidé une réunion importante à la primature où toutes les parties prenantes se sont réunies pour discuter du salaire minimum interprofessionnel garanti. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information à la une. La situation sécuritaire dans le province du Nord Kivu et Sud Kivu, causée par l'armée rwandaise, l'administration militaire interdit toute embarcation de pirogue entre les deux provinces. Je vous laisse suivre le lieutenant Ndjeko Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu. Les porter à la connaissance de l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville de Goma, causée par l'agression rwandaise sous le label du M23-AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu, il est formellement interdit la navigation diurne et nocturne des petites embarcations appelées pirogues sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Fête à Goma. Le 22 janvier 2025, le gouverneur de province ad intérim, Chirimwa Minkuba Peter, général-major. Restons toujours dans la partie l'est de la République démocratique du Congo, cette fois-ci à Ituri. Le bâtiment administratif du territoire du Roumo, construit dans le cadre du programme local de développement des 145 territoires, s'ajoute aux 19 autres projets prévus dans ces territoires. Ces projets exécutés par le bureau central de coordination a été réceptionné provisoirement à Irumu Centre par l'administrateur du territoire. Suivez le détail. Le programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, laisse ses empreintes indélébiles à Ituri. Tenez, un nouveau bâtiment administratif vient de sortir de terre en territoire du Roumu. Objectif, améliorer les conditions de travail du personnel de ces territoires. La cérémonie de la réception provisoire de ces bâtiments a eu lieu ce lundi à Irumu Centre pour l'administrateur militaire du Roumu, le colonel Siro Simba. La concrétisation de ces projets est consécutive à la paix instaurée par l'administration militaire de l'Ituri. Ce bâtiment administratif n'est que le 20e projet des 19 autres réalisations réceptionnées et qui sont déjà opérationnelles. Que le chef de l'État trouve ici l'expression de notre gratitude. La situation de stabilité a permis la réalisation des ouvrages cités si haut au chef-lieu du territoire du Loup. Michel Ramazani, chef d'antenne du bureau central de coordination en Ituri, s'est réjoui du taux de réalisation de ces projets dans cette partie de l'Ituri. Aujourd'hui, nous allons remettre les clés pour l'usage de ce bâtiment administratif et nous repasserons ici 6 mois après pour la réception définitive. Même sentiment exprimé par le député provincial élu de la région, Isaac Lebissabou. Les filles et fils d'Irum, ils ont compris l'importance de la paix. Et voilà, aujourd'hui, nous voyons les bâtiments pousser comme les champignons au chef-lieu territoire d'Irum. C'est ce qui montre que les choses évoluent bien dans le territoire d'Irum. Signalons que ce bâtiment administratif est équipé en mobilier et équipement informatique.
Je l'ai annoncé dans le titre, le 9 février prochain, les confessions religieuses vont organiser une prière de soutien de FARDC. Monseigneur Donatien Cholet l'a dit lors de sa rencontre avec le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux. Suivez. Le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur de nos militaires. Alors il voulait la collaboration de l'Église catholique là-dessus. Et là, je lui ai fait savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on m'a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier. Changeons de chapitre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part à l'ouverture de la 55e édition du Forum économique mondial de Davos ce mardi en Suisse. Suivez ce reportage. Leaders politiques, économiques, universitaires et représentants de la société civile, tous étaient présents ce mardi au centre de congrès de Davos pour l'ouverture officielle de la 55e édition du Forum économique mondial. Le World Economic Forum 2025 a été inauguré par des allocutions de Karin Keller-Sutter, présidente de la Confédération suisse, suivie d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne. La dirigeante de la Confédération helvétique a déclaré que notre époque est celle de l'imprévisibilité prévisible. Elle a en outre mis en garde l'assistance contre la concentration des richesses et des ressources entre les mains d'une petite élite, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la paix sociale dans le monde. Pour sa part, la chef de file de la Commission européenne a affiché sa volonté de promouvoir le multilatéralisme pour résoudre les crises auxquelles notre monde fait face. Comme annoncé, les questions principales mises au cœur de ce forum étaient: comment le monde doit-il réagir face à l'intelligence artificielle, la protection du climat, la crise géopolitique ou la cybercriminalité? À ces interrogations, les dirigeants mondiaux invités à s'exprimer ont chacun donné une réponse singulière marquée par leur vision du monde. L'intervention du chef de l'État congolais annoncée pour ce mercredi est très attendue. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va annoncer le lancement d'un vaste projet structurant pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et pour stimuler les développements économiques. Parallèlement à ces assises, et comme c'est la tradition à Davos, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants étrangers. Le chef de l'État a ainsi rencontré le président de la République d'Israël, Isaac Herzog. Les deux dirigeants ont passé en revue les sujets d'intérêt commun en insistant sur les efforts à mener pour rétablir la paix aussi bien au Proche-Orient qu'à l'est de la RDC. Ensuite, le chef de l'État a eu un entretien avec le président du Conseil de l'Europe, Alain Berset. Les deux dirigeants ont évoqué l'approfondissement de la coopération entre le Conseil de l'Europe et la RDC. Enfin, l'ultime rencontre bilatérale du jour était réservée au président sud-africain Cyril Ramaphosa, un allié de poids de la RDC, notamment dans la résolution de la crise dans l'Est, puisque des soldats d'Afrique du Sud font partie du contingent de la SADC, présent à RDC en appui au FARDC, dont le rôle est essentiel dans la stabilisation du pays. Les deux chefs d'État ont eu un entretien d'1 heure. Ce mercredi 22 janvier, ce sera un jour important pour la République démocratique du Congo à Davos, puisque notre pays organise une session privée sur le bassin du Congo consacrée à la valorisation des richesses de notre patrimoine naturel mis au service de la lutte contre le changement climatique.
Et de son côté, la Première ministre Judith Suminwa a présidé une réunion importante à la primature où toutes les parties prenantes se sont réunies pour discuter du salaire minimum interprofessionnel garanti. Était présent le membre du gouvernement, l'intersyndicat national et la FEC. Je voulais suivre ce reportage de Akati Messi. Cette rencontre a été l'occasion de clarifier les malentendus entourant l'actualisation du salaire minimum interprofessionnel garanti en mettant en lumière l'importance du respect des procédures légales. Le gouvernement souminois place les questions d'emploi et de pouvoir d'achat en tête de ses priorités, s'engage à revaloriser le SMIC, actuellement fixé à 7 075 francs congolais, qui devrait passer à 14 500 francs congolais, soit le double, alors qu'il n'a pas été ajusté depuis 6 ans, a déclaré le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa. Et nous sommes convenus que le taux de 14 500 francs congolais est accepté par toutes les parties. Néanmoins, nous allons discuter les autres questions au CNT qui sera convoqué la semaine prochaine. La Première ministre a une grande sagesse et c'est comme ça qu'il nous a menés comme ça facilement dans une solution. Et de son côté, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a souligné la nécessité de respecter la procédure. Madame la chef du gouvernement insiste sur le respect de la procédure parce que le respect de la procédure garantit la qualité de la mesure et du texte qui porte la mesure. Ce qu'il faut éviter, c'est que demain, la mesure ou le texte soit attaqué en justice et qu'on recule. Donc il a été conclu que dans les meilleurs délais possibles, le ministre de l'Emploi et du Travail, qui est le président du Conseil national du travail, va convoquer le Conseil national du travail pour formaliser cette décision et le ministre reviendra avec la décision du Conseil national du travail pour la faire entériner au niveau du gouvernement, permettant ainsi à Madame la Première ministre de prendre par décret le texte qui va fixer le nouveau SMIC en République démocratique du Congo. C'est avec un sentiment d'espoir renouvelé que les travailleurs congolais attendent désormais la décision à venir. Cette réunion a été plus qu'une simple discussion, elle a été le début d'un engagement collectif pour le respect de la loi et le bien-être de chaque travailleur. Dans le même registre, je voulais suivre la réaction du président de l'intersyndicat national du Congo, Guy Ikoukou, et celle de Robert Malumba, président de la FEC, au sujet du SMIC, dans cet extrait choisi par Akati Messi, une fois de plus. Et nous nous sommes entendus, les employeurs et nous, tous sont d'accord que les 14 500 sont des acquis que personne ne remet en cause. Il faudra maintenant seulement, pour besoin des procédures, qu'on convoque un Conseil national du travail qui doit valider pour que cela soit conforme. Ensuite, la mesure reviendra à la Première ministre qui prendra un décret pour consacrer cela. Donc, c'est ça le compromis que nous avons trouvé. Nous parlons le même langage. Mais peut-être il y avait des incompréhensions des uns et des autres. Il y a un taux qui a été fixé, mais il n'était pas fixé selon les règles et les procédures. Donc il n'y a personne qui est contre les montants ou les chiffres de 14 500 francs congolais. Mais néanmoins, comme on a parlé avec la Première ministre, il y aura le CNT qui va être convoqué d'ici la semaine prochaine pour régulariser la procédure afin que le SMIC soit appliqué conformément aux règles ou aux textes locaux. Autre chose, à présent, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacques Chabani, a reçu dans son cabinet de travail le caucus de députés nationaux de la province du Haut-Katanga. Suivez ce reportage de Ginelle Pezo.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Chabani Luko Jacquemin, a reçu ce mardi 21 janvier 2025 dans son cabinet de travail le caucus des députés nationaux de la province du Haut-Katanga. Ces élus du peuple sont venus demander l'implication du patron de la sécurité et de la territoriale pour l'éradication de l'insécurité caractérisée par la criminalité et le banditisme urbain qui sévit dans cette partie du pays, précisément dans les villes de Lubumbashi et Kasumbalesa. Le Premier ministre nous a reçus. Nous sommes très reconnaissants et le remercions. Il a entendu, il a écouté, mais de toute façon, le vice-premier ministre est également au courant, vu qu'il est vice-premier ministre de l'Intérieur. Et il nous a donné une certaine vision à court terme, à moyen terme et même à long terme. Sur la problématique de la sécurité au niveau de nos villes et au niveau de nos cités. Ce moment de partage d'informations a permis au vice-premier ministre d'exprimer son engagement et sa détermination de mettre fin à l'insécurité qui sera appuyée par la promulgation de la loi des programmations de la police nationale congolaise après son adoption au Parlement pour répondre efficacement à cette problématique non seulement dans le Haut-Katanga mais aussi dans les provinces touchées par cette situation à court, moyen et long terme. À cela s'ajoute la mise en œuvre totale des comités locaux et provinciaux des sécurités à partir de la base jusqu'au sommet. Satisfaits pour avoir obtenu les assurances du patron de la sécurité, ces mandataires du peuple ont profité de l'occasion pour lancer un message d'espoir à leur base appelée à vivre dans la quiétude. D'un ministère à un autre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, a visité la 141e base navale de Banana installée dans le Congo central. Suivez ces précisions avec Julien Mwamba. La 141e base navale garnison de Banana a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, accompagné du gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo Mouswangi, et d'une forte délégation des officiers du haut commandement ainsi que le caucus des députés nationaux élus du Congo central. Au centre des opérations maritimes de Banana, Maître Guy Kabombo Modianvita s'est entretenu avec les différentes unités de la base navale de Banana, une réponse à la nécessité de redynamiser la flotte maritime dans le but de renforcer l'action de l'État en mer. Le commandant suprême m'a envoyé ici pour venir voir les conditions de travail et de vie de nos marins. À Banana sera construit le port en eau profonde. Le commandant suprême s'emploie à changer les choses d'ici peu. Les travaux de construction du port en eau profonde nécessitant la délocalisation de la base navale de Banana, le numéro 1 de la Défense nationale et sa délégation sous une pluie battante ont visité les travaux du site de Kindofula en construction, qui abritera dans le tout prochain jour les différents services de la 141e base navale, notamment l'école navale d'application et autres. Le patron de la Défense nationale a également visité la frontière lacustre poreuse entre la cité côtière de Mwanda en République démocratique du Congo et Soyo en Angola, aux abords de l'embouchure du fleuve Congo. Après la visite du centre médical opérationnel type A, en bon père de famille, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, s'est entretenu avec les épouses et dépendants des militaires qui lui ont présenté leurs doléances et un message adressé à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il n'a pas manqué de leur offrir quelques présents. Agissant concernant la question de la révision ou changement de la Constitution, Ben Kade Kabantou, président du parti politique AARDC, soutient l'initiative du changement de la Constitution pour donner à la nation une loi fondamentale qui va rencontrer plutôt les attentes de la population. Il est au micro de Christian Lissougou. La position de AARDC, Action des Alliés Rassemblement pour la Dignité des Congolais, est pour le changement de la Constitution. Pour cette raison, nous avons constaté que l'offre politique émanant du Centre City a fait de notre République démocratique du Congo un gâteau des politiques. Tout est politisé jusqu'à un niveau où les institutions de la République reprennent
presque tout le budget de l'État. Alors nous demandons au chef de l'État de nous amener au référendum. Nous avons plusieurs propositions à offrir pour le changement de la Constitution. Nous voulons une nouvelle offre politique qui va faire en sorte que les Congolais puissent se retrouver du point de vue social et qu'on puisse dissocier l'administration et la politique. Laisser la politique aux initiés et les technocrates dans l'administration publique. Nous allons avoir un État congolais qui sera vraiment tout proche des réponses de bien de la population. On doit quitter l'émotionnel, ces assentiments de chercher à pérenniser un homme ou de chercher à faire partir un homme. On doit rester dans la réalité, dans la raison, pour aider notre pays à aller de l'avant. On doit aller au référendum, on doit supprimer des institutions budgétivores qui sont en train de consommer inutilement l'argent de l'État congolais et remettre les attributions des entités décentralisées. Donc, les entités décentralisées devraient cesser d'être politiques, plutôt administratives. Poursuivons ce journal avec la page internationale. À peine investi, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a signé une avalanche de décrets comme le retrait de son pays à l'OMS. Suivez. Le spectacle annoncé a bien eu lieu. Dans une mise en scène inédite au Capital One Arena et devant la foule béate de ses partisans, le 47e président des États-Unis a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Dès les toutes premières heures de son mandat, Donald Trump a signé une série de décrets qui s'appliquent désormais. Le premier élément que le président Trump signe est l'annulation de 78 mesures exécutives, décrets, mémorandums présidentiels et autres de l'ère Biden. En quelques coups de stylo, Donald Trump a ainsi mis fin à la baisse du prix de certains médicaments, au programme de lutte contre les discriminations, bien encore aux sanctions contre certains colons juifs violents en Cisjordanie. Un premier set de signatures marqué aussi par ces décrets ordonnant le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ou bien encore de l'accord de Paris sur le climat. À l'image des joueurs de tennis après une victoire, le président américain a célébré à sa manière ses premiers décrets avant d'entamer la deuxième manche à la Maison-Blanche, où l'une de ses premières décisions accorde une grâce présidentielle quasi complète à plus de 1500 personnes condamnées pour l'assaut du Capitole, des otages selon lui, les blanchissant ainsi pour la tentative de coup d'État et les violences du 6 janvier 2021. Promesse phare de sa campagne, Donald Trump a aussi décrété l'état d'urgence national à la frontière sud avec le Mexique et signé une dizaine d'autres décisions concernant des mesures à venir sur l'immigration, fin du droit de demander l'asile à la frontière, procédure d'expulsion immédiate ou encore l'abolition du droit du sol. Un aperçu de sa stratégie en matière de politique internationale sur laquelle le président américain est revenu en maintenant ses prétentions par exemple sur le Groenland. Le Groenland est un endroit merveilleux. Nous en avons besoin pour la sécurité internationale. Je suis sûr que le Danemark va se faire à l'idée. Ça leur coûte cher de l'entretenir et de le garder. Dans le bureau ovale, Donald Trump a aussi annoncé vouloir tenir sa promesse d'imposer des droits de douane de 25% aux produits canadiens et mexicains dès le 1er février prochain. Et bouclons ce journal par cette information. La police nationale congolaise met la main sur les agents de l'ordre qui ont violé une jeune fille dans la commune de Kimbansike au début de cette semaine. Un geste salué par la population de cette municipalité qui a remercié l'effort de la police nationale congolaise. Suivez ces reportages de Mardi Luzolo. La police nationale congolaise a répondu favorablement aux cris d'alarme de la population de la commune de Kimbansike concernant l'affaire d'une jeune fille violée par les agents de l'ordre de secours de la capitale au début de cette semaine. Face à cette situation, la police nationale congolaise Vidé Kinshasa, que dirige le général Blaise Kilimbalimba, a mis la main aux auteurs de cet acte ignoble.
Oh, civil wana zapi. Pesa elongela ye. Oh, lakse elongela ya ndoki wana. Lakse elongela ye. Civil wana kanda bisolo. Lakse elongela ye kuna. Lakse elongela civil wana. Lakse elongela yawa. Papa oh, lakse elongela yawa. Bango bino kanga mwana mwasi wana bolokole bilamba boyeba kiteke kanga bino. Lakse elongela yawa. Papa 52. Bandoki. Le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, est très motivé avec son équipe pour mettre la population quinoise à l'aise. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux au titre. Vous avez suivi dans ce journal la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu causée par l'armée rwandaise. L'administration militaire interdit toute embarcation de pirogues entre les deux provinces. Mais également, le 9 février prochain, les confessions religieuses vont organiser une prière de soutien de FARDC, l'a annoncé le Monseigneur Donatien Cholet lors de sa rencontre avec le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux. Et enfin, la première ministre Judith Soumino a présidé une réunion importante à la primature où toutes les parties prenantes se sont réunies pour discuter du salaire minimum interprofessionnel garanti. Et c'était là le rappel des titres.